Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette keynote sur le déverrouillage de l'assurance cyber avec un panel d'experts, entreprises de conseil, banques assureurs, assureurs. Et pendant 40 minutes, nous allons aborder le déverrouillage de l'assurance cyber. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ce marché sur lequel on a peu de données en matière d'assurance. Il n'y a pas de branche spéciale cyber. Il est difficile d'avoir des données sur le nombre de polices et le nombre de primes collectées. Donc toute l'idée ce matin, ce sera de déverrouiller un peu le risque cyber et surtout d'avoir une vision assez claire de ce qu'est le risque cyber. Et je vais donner la parole pour commencer à la société Citalid, qui est représentée par Pouya Canet, pour dire un peu ce qu'est le risque cyber vu par un intervenant nouveau en cybersécurité. Bonjour à tous. Quand on parle de cybersécurité aujourd'hui pour les entreprises, on ne peut pas parler de la même menace en fonction qu'on se situe en France ou à l'étranger, qu'on soit un acteur du secteur de la santé ou des assurances. La menace n'est pas la même. Et on parle de menace parce qu'aujourd'hui, on a des modes opératoires d'attaque, des types d'acteurs qui vont viser des entreprises. Et la manière dont elles vont viser ces entreprises, les actifs qu'elles vont chercher à subtiliser ou les dégâts qu'elles vont chercher à faire, ça va varier. Ça va varier selon plusieurs facteurs. Je prends l'exemple du secteur de l'assurance. Aujourd'hui, en 2022, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait une recrudescence des rançongiciels à double extorsion. Les types d'acteurs qui étaient présents, c'était supposément des acteurs de pays de l'Est. Si on prend le secteur de la santé, en revanche, on retrouve aussi des rançongiciels à double extorsion, mais on retrouve aussi ce qu'on appelle des DDoS. Et sur le secteur de la santé, c'est assez important. Et les types d'acteurs, on voit moins des pays de l'Est. On voit notamment des acteurs qu'on considère activistes, supposément activistes et supposément sous faux drapeau soudanais. Et en fait, on ne va pas du tout agir de la même façon selon les modes opératoires d'attaque. Et forcément, les entreprises qui vont être confrontées à ces modes opératoires d'attaque ne vont pas voir leur niveau de défense, finalement, agir de la même façon et devoir se protéger de la même façon. Merci. Face à ces menaces cyber, quelle est la réponse de l'assureur? Là, je vais laisser la parole à notre ami M. Belot de la société Alliance, qui va prendre le pupitre parce qu'il a des belles notes. Ce sera, je pense, plus simple pour lui aussi. Ouais. Pour donner une vision un peu complète de l'assurance et surtout la définition de l'assurance vue par du cyberrisque vu par l'assureur. Merci Olivier. Donc bonjour. Donc, pour un assureur, le risque cyber, c'est pas tout à fait un objet simple. C'est pas intuitif comme peut être la santé et c'est pas évident et précis comme peut être l'incendie. Donc on a besoin de s'appuyer parce on a des définitions qu'on vend à nos clients, on a des définitions dans nos contrats. On a besoin de choses un peu consistantes et nous on se représente les risques cyber comme ceux du cyberespace avec les 3 niveaux du cyberespace, une simplification mais ça marche bien. À la base, les dispositifs matériels, et là, il y a des événements matériels. On a entendu parler d'incendies de data center, par exemple. Après, il y a la couche logicielle, et là, on a des événements donc logiciels, c'est le monde des données, donc ça peut être des fichiers, ça peut être des avatars, ça peut être des programmes, ça peut être des logiciels au sens strict. Et là, il y a 2 types d'événements. Il y a le premier événement, c'est l'erreur. Alors, il y a tout type d'erreurs qui peuvent détruire des données. Donc, il y a des erreurs qui vont des erreurs basiques comme les erreurs de saisie, jusqu'aux des erreurs complexes, des erreurs de programmation, même des erreurs de modèle. Et puis, et c'est l'objet de ce beau bâtiment, après, il y a les attaques. Les attaques logicielles, donc, qui sont intentionnelles. Et donc, c'est les 2 types d'événements cyber qu'on a à ce niveau logiciel. Et après, il y a le niveau sémantique. Donc là, c'est les messages. Donc en fait, qui sont portés par les données du niveau logiciel. Et là, on a un certain nombre d'événements dommageables qui sont la manipulation, la désinformation, le harcèlement. C'est les trois principaux. Alors, l'assurance cyber dont on parle aujourd'hui se situe clairement au niveau logiciel. Et pour l'essentiel, c'est l'assurance des cyberattaques, c'est-à-dire des attaques logicielles. Alors, ces attaques, elles sont définies dans les contrats d'assurance cyber de manière extrêmement large. Ça peut être des attaques d'origine interne ou externe, les deux correspondent.
elles peuvent détruire les données, les copier ou les chiffrer. Tous les cas sont pris. On parle beaucoup de chiffrement en ce moment, mais on bien entendu également de copie, perte de ce qu'on appelle les fuites de données, qui est d'ailleurs une appellation impropre parce que c'est une copie. Et ces attaques peuvent être faites avec les malwares, le cas dont on parle le plus, mais également avec des logiciels standards utilisés de manière malveillante. Et là, c'est notamment le cas des attaques internes. C'est-à-dire globalement, je suis dans une entreprise, je suis pas content, je copie des données et je les fais fuiter en les vendant à un concurrent. C'est clairement une attaque cyber. C'est fait avec des logiciels standards, type Snagit, et c'est bien une attaque cyber qui est prise en compte par les contrats. Alors cette assurance, elle est apparue dans les années 90 aux États-Unis et elle n'a pas connu, au fond, d'évolution de son architecture que je vais vous présenter depuis cette année-là. Par contre, elle a connu des évolutions importantes de ses garanties, notamment sur ce qui est l'objet de l'assurance, qui est le système d'information, puisque en fait, le système d'information, c'est avec l'émergence du cloud étendu en dehors des serveurs de l'entreprise. Donc ça a été pris en compte, mais la structure que je vais vous présenter est à peu près constante. Elle est composée de 3 ensembles de garanties. Les frais de remédiation des données, en vérité des fichiers, et les frais de gestion de crise. Donc ça, c'est la plus importante. Si ça se passe bien là, tout se passe bien. Si ça se passe mal là, tout se passe mal. Donc c'est vraiment la garantie la plus importante. Donc c'est une garantie de dommages qu'on a, c'est-à-dire qu'on paye les frais à l'assuré. Et la gestion de crise est entendue comme la gestion de crise aussi bien en interne par rapport à ses collaborateurs qu'en externe. Sachant que les rançongiciels créent des crises internes assez fortes, ce qui n'est pas le cas d'une fuite de données. Une fuite de données va créer plutôt de la crise externe. Le rançongiciel va créer un peu les deux, mais une grosse crise interne. Donc, globalement, les gens ont plus d'outils pour travailler. Donc, cette garantie des frais de remédiation et de la gestion de crise, gestion des crises même, est complétée par une perte d'exploitation. Alors là, c'est une garantie perte d'exploitation tout à fait classique. C'est-à-dire que ça indemnise ce qu'on appelle la marge brute assurance, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges variables. Voilà. Et donc, pour remettre l'entreprise dans sa situation financière qu'elle aurait eu si elle n'avait pas eu l'attaque. C'est très classique. La particularité en cyber, c'est que les durées sont un peu courtes, parce qu'en cyber, ça doit repartir vite. Si le SI est planté pendant 6 mois, ça veut dire que ça ne repartira jamais. Et donc, les durées tendent à être un peu plus courtes qu'en incendie. Et puis la RC Cyber, alors ça c'est un point, j'ai bien dit la RC Cyber, donc c'est compris essentiellement comme, par les créateurs dans les années 90 aux États-Unis, ça a été compris comme une RC fuite de données. Et donc c'est une RC qui joue quand l'assuré a eu une attaque pour les réclamations venant de tiers, sauf si elles sont basées sur un point de vue contractuel. Parce que si c'est basé sur un point de vue contractuel, c'est-à-dire si c'est ses clients qui mettent en cause, alors c'est la RC Pro qui va jouer. Et ça, les Américains y étaient très attachés parce que eux, ils ont une RC qui s'appelle PI, et qui est justement la RC du fait des réclamations des clients. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez propre à la culture technique américaine, qui n'a pas été très bien compris et qui va en Europe. Mais ça s'est quand même maintenu. Et j'en parlerai dans les difficultés que ça pose ensuite. Alors, quelques spécificités importantes de cette assurance. Donc, les dommages garantis sont exclusivement immatériels. Si vous avez, par exemple, un dommage d'incendie, c'est rare, ou un dommage de perte de matériel, par exemple périssable suite à un rançongiciel, parce que vous ne savez pas où vous devez l'envoyer, vous n'avez plus de code barre, c'est un bien périssable, il périt. Si vous avez cette garantie-là, donc on a un dommage matériel, ça ne sera pas la garantie cyber qui va le prendre. Ça sera la garantie du bien lui-même, une garantie spécifique. Donc c'est toujours strictement des dommages immatériels qui sont garantis. Immatériels, c'est-à-dire réparation des données, et perte d'exploitation, frais d'assistance et de gestion de crise. C'est toujours ces garanties dites immatérielles. On ne prendra jamais du corporel, on ne prendra jamais du matériel. Donc ensuite, les RC Cyber, comme je viens de le dire, n'est jamais contractuel. Ça prend uniquement les réclamations de non-clients, c'est-à-dire pour des fuites de données. Si c'est un client, c'est les RC Pro qui jouent. La fraude. Donc la fraude, c'est du détournement d'actifs numériques. Ça peut être des comptes bancaires numérisés, ça peut être aussi des NFT, des cryptoactifs. Alors, le paiement du détournement lui-même n'est jamais pris en compte par l'assurance cyber puisque c'est une garantie bancaire. Par contre, effectivement, l'attaque qui a permis de le faire, elle est prise en compte.
Mais le détournement lui-même est une garantie de fraude. Et alors, beaucoup d'assureurs ont ajouté un volet fraude dans leur contrat d'assurance cyber, mais ça ne fait pas partie de l'assurance cyber au titre de la catégorie 33 qui vient d'être créée par l'État français. Voilà, un dernier petit mot sur le remboursement des rançons. Donc en France, il y a un certain alignement qui se fait, c'est-à-dire que les rançons ne sont payées strictement qu'en dernier ressort. C'est-à-dire qu'en dépend la survie de l'entreprise, et notamment parce qu'on ne trouve pas de sauvegarde disponible. Voilà, donc il y a un certain alignement qui se fait. Donc le débat qu'il y a eu sur faut-il payer, faut-il pas payer, en fait en France c'est assez simple, puisque tout le monde ne paye qu'en dernier ressort. C'est pas le cas dans d'autres pays où il y a un calcul plus d'optimisation sur cette garantie. Merci. Voilà, Marc, je vous remercie. Merci. Merci de cette vision assez complète de l'assurance cyber. Ça donne surtout une vision des garanties de ce qu'on peut faire. La question que j'aimerais poser maintenant à Allianz et au Trésor, ça dit Patrick de Giovanni et Mayol Talon, c'est police cyber, combien de polices? C'est-à-dire, Staline parlant au pape, combien de divisions? Donc aujourd'hui, Mayol, vous avez fait un rapport justement sur le risque cyber, assez complet. On peut vraiment remercier l'État pour ce travail-là, puisque ça donne une vision complète des pistes d'action. Et donc, quels sont les chiffres? Bonjour à tous, donc Mayol Talon, je suis le chef du bureau marché produits d'assurance à la DG Trésor. Effectivement, on a essayé de faire un rapport qui avait pour objectif de faire un bilan du marché, dresser des perspectives pour l'avenir. Effectivement, actuellement, le marché, à travers les garanties que tu as décrites, il est quand même relativement peu développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'ensemble des cotisations des risques professionnels en France, le cyber, c'est 3%. Alors effectivement, comme on l'a vu à travers les garanties, c'est 3%, mais parce qu'en fait, il y a forcément des garanties qui sont couvertes par d'autres biais. Mais le cyber pur, c'est uniquement 3%. Et après, il y a une très grande hétérogénéité entre les acteurs. C'est-à-dire que quand on prend les chiffres de la MRAE, vous les avez certainement tous en tête, les grandes entreprises, elles sont couvertes à 84%. C'est considérable. À l'inverse, les PME et les ETI, c'est extrêmement faible. On était en 2021 à 0,3%. On peut noter qu'en 2022, il y a une forte progression. En fait, on a quasiment un doublement de la couverture chez les ETI, donc c'est très positif, c'est plus 53%. On a en revanche une augmentation entre guillemets que de 24% pour les petites entreprises. Mais au fond, quand on écoute ton développement sur les garanties, on comprend l'étendue de la difficulté pour un artisan, pour un responsable de PME, de comprendre l'ensemble de ce qui va se passer pour lui en termes de cotisation et de couverture. Mais c'est quand même un de nos grands défis. Donc nous, côté État, on pense que le développement de l'assurance cyber, c'est vraiment une clé de la résilience de notre tissu économique, tout simplement. Donc c'est une priorité. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard sur les suites de ce rapport et ce qu'on est en train de mettre en place. Mais le fait que le marché s'accroisse, si on prend 2019-2022, on a une augmentation de 260% des cotisations. C'est quand même très important, ça montre que le marché il est en croissance. Et plus il croît, plus l'effet de mutualisation sera efficace et plus on espère pouvoir récupérer davantage de PME et donc avoir des primes, des franchises qui soient moins dirimantes pour elles. Voilà, je m'arrête ici, mais on continuera. Patrick, justement, quelle est la vision entre les TPE, les PME, les ETI et ce marché qui est un marché en croissance de 260%? Est-ce que c'est un marché qui va exploser? Donc deux questions, les différences et ensuite la croissance. Tiens, fais ça. 1, 2, voilà, très bien. Oui, je crois que ça a été dit par Mayol. Hein. Donc, de toute façon, le premier sujet, c'est qu'on parle d'une multiplicité de marchés. Donc les grandes entreprises par rapport aux professionnels, ça n'a strictement rien à voir. Les approches sont totalement différentes. Vous avez un directeur informatique, vous avez des services sécurité dans les grandes entreprises. Et chez le pro fait tout seul. Et donc avec une méconnaissance souvent très profonde de son risque et même des moyens de prévention qu'il devrait naturellement mettre en place. Donc on est sur finalement sur une cartographie extrêmement vaste de la problématique. Donc, de façon synthétique, sur les grandes entreprises, le sujet aujourd'hui, c'est y a-t-il suffisamment de capacité par rapport au sinistre maximum possible que l'entreprise peut évaluer? Parce que même les grandes entreprises super bien protégées, super bien sécurisées, qui ont les meilleurs systèmes du monde, demeurent en risque. Et
pour des montants, parce qu'il y a un effet, je dirais, quasi systémique, c'est-à-dire qu'une fois attaqué, et on peut bloquer effectivement l'entreprise avec toutes ses conséquences, on a besoin, sur une grande entreprise, de centaines de millions d'euros de capacité. Est-ce que les assureurs sont là, présents, pour apporter ces centaines de millions d'euros? Souvent, également, face à ces centaines de millions d'euros, il y a une exigence de conservation du risque par la grande entreprise, donc des franchises extrêmement élevées. On parle de franchises de 20 millions, 40 millions, voire plus. Donc, un sujet qui est où on a une obligation, et je le vis en tant que Crédit Agricole, une obligation finalement de présenter chaque année tout ce que l'on fait en matière de prévention de sécurité aux assureurs potentiels avant que ces assureurs mettent sur la table X dizaines de millions chacun pour couvrir les besoins. Et de l'autre côté du spectre, des gens, c'est très intéressant parce que quand on les interviewe, quand on leur dit est-ce que le risque cyber pour vous c'est important? La réponse est oui. Oui, le risque cyber il existe, c'est important. Est-ce que vous vous assurez? La réponse est non. Alors, attendez, c'est pas cohérent tout ça. Alors en fait, je plaisantais un peu tout à l'heure, mais c'est pas loin d'être vrai. En gros, nous en tant qu'assureurs, là je prends la casquette non plus de Crédit Agricole, mais en tant que Pacifica assureur, nous, on ne veut pas assurer n'importe quoi. C'est-à-dire celui qui ne fait même pas de sauvegarde de ses données régulièrement, on ne va pas se mettre à l'assurer parce qu'on voit bien les conséquences qu'il va y avoir en termes de reconstitution, de perte d'exploitation consécutive. Donc on exige un minimum de sécurité. Et en fait, quand vous commencez à être exigeant, mais ce qui est normal pour éviter l'antisélection, parce que sinon, tous ceux qui vont s'assurer, c'est ceux qui ne mettent rien en place. Une fois qu'on dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous avez en face de vous des gens qui se disent attends, si j'ai tout ça en place, j'ai plus de risque. Pourquoi je m'assure? Alors j'exagère volontairement, mais ça veut dire qu'il y a une pédagogie finalement extrêmement lourde pour combien d'euros de primes? Alors, sur notre produit de base, qui va vraiment de base, qui va jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires maximum et qui démarre à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Juste pour vous donner une idée, on a des primes qui oscillent de 250 euros à 5 000 euros, d'accord? Selon le montant du chiffre d'affaires et les capacités que souhaite assurer l'entreprise. De 250 euros à 5 000 euros. Pour, disons, 300, 500 euros de primes, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a concrètement le temps d'aller expliquer au client tout ce qu'il doit comprendre pour vraiment intégrer le fait qu'il est en risque? Alors pour autant, on vend des contrats. Sur cette cible-là, la petite cible, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait quelques milliers d'affaires par an. Mais on s'appelle Crédit Agricole. On a le tiers des entreprises qui sont bancarisées au Crédit Agricole ou chez LCL. Quelques milliers d'affaires, alors que c'est un marché super simple. Les gens ne sont pas assurés. Quand vous voulez faire une multi-risque entreprise, vous devez aller prendre le contrat à un concurrent, tirer le prix vers le bas, améliorer les garanties, etc. Là, normalement, c'est tout à fait simple. Voilà, quelques milliers. Donc, on est sur un marché qui est en train de se créer petit à petit. C'est un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, globalement, cette fois-ci, y compris les grandes entreprises. Ça se crée, mais je pense qu'avant qu'il soit devenu le marché du siècle, il y aura un travail à faire qui est le travail de la prévention. Mais donc, pour toi, là, le principal frein, c'est quoi? C'est la capacité sur le marché? Ou est-ce que c'est l'appétence au risque des entreprises ou la compréhension du risque cyber par la TPE, la PME ou le TI? Voilà. C'est très différent d'un marché à l'autre. Problématique de capacité sur le haut, problématique de compréhension finalement de ce que signifie ce que tu as bien expliqué, c'est-à-dire la garantie, ça correspond à quoi, comment on va m'accompagner, et finalement le besoin que j'ai parce que j'ai fait ce que vous me demandez de faire, donc j'en ai plus besoin. Donc c'est vraiment un problème, deux problématiques très différentes, et évidemment les ETI au milieu, les ETI tendent plutôt vers les grandes entreprises, et en fait ça va augmenter assez naturellement et se rapproche des grandes entreprises. Et donc pour déverrouiller, là je vais interroger Charlotte, qui est CEO et fondatrice de Datac, et qui a développé une approche extrêmement humaine et une approche de prévention, une approche assez globale. Exactement. Alors Patrick, je partage ton constat. Moi, pour avoir travaillé 15 ans dans l'assurance et avoir été juste avant chez AXA, effectivement, les PME aujourd'hui, même si elles prennent la mesure du risque,
elles ne comprennent pas forcément les prérequis qu'on leur demande. Et donc, côté assureur, comme tu le disais, on n'a pas le temps, pour une prime d'assurance à quelques milliers d'euros, d'expliquer ce qu'elle doit faire et l'accompagner. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Datac, pour offrir une solution complète de cybersécurité et de cyberassurance pour les PME et ETI. Ainsi, en fait, on leur apporte à la fois les mesures de cybersécurité dont elles ont besoin, parce qu'effectivement, l'assurance ne peut pas être le seul rempart aux cyberattaques, et on les couvre avec les meilleures garanties et un produit complet. Donc comment on fait ça? On analyse, on a une posture en fait globale du risque et on analyse l'exposition d'une entreprise aux cyberattaques. Et ça, comment on l'a développé? Parce qu'effectivement, ce n'est pas des audits humains qui prennent du temps et des milliers d'euros et donc qui coûtent beaucoup trop cher comparé au prix de l'assurance. En fait, nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet, en fait, on se met dans les baskets d'un hacker et on fait des tests d'intrusion pour voir le niveau d'exposition de l'entreprise et voir ses portes d'entrée. Et ça, on génère un rapport qui explique ce qu'elle doit mettre en œuvre avec du presse-bouton pour se protéger. Et ça, ça nous permet aussi d'évaluer le risque et de proposer la meilleure prime, le meilleur coût par rapport à l'assurance. Donc ça, c'est la mesure. Ensuite, ce qu'on fait, c'est une protection dynamique tout au long de la vie du contrat. On va continuer à screener l'entreprise et voir si elle a des nouvelles failles techniques et l'alerter en cas de nouvelles failles ou de mise à jour à faire. L'autre vecteur, on le sait, c'est pas que le technique. L'autre vecteur, c'est aussi la faille humaine. Et vous avez tous reçu des textos d'Amélie ou de services qui en fait se font passer pour des services de confiance. Et en fait, on reçoit ça aussi sur nos boîtes mail professionnelles. Et donc, pour former les collaborateurs à ça, à ces mails qu'on appelle de phishing ou hameçonnage en français, on a vu qu'en les formant et en leur expliquant, ils deviennent beaucoup plus sensibles et ne cliquent plus après sur les mails de hameçonnage. Et ça, pareil, ça coûte plusieurs milliers d'euros des campagnes de phishing. Donc nous, chez Datac, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a développé en interne et qu'on l'offre dans la couverture d'assurance. Donc en fait, pour le même prix qu'une assurance traditionnelle, on offre ces services de cybersécurité, donc de scan, de formation aux employés, de formation au phishing. Et tout ça parce qu'on est une entreprise, à la fois, aujourd'hui on est 25 personnes dédiées au cyber chez Datac, et qui viennent en fait soit de la cybersécurité, soit de l'assurance. Et c'est parce qu'on est une entreprise technologique qu'on peut faire tout ça pour le même prix qu'une assurance traditionnelle. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est une approche nouvelle de l'assurance, avec beaucoup de services en amont et de l'accompagnement. C'est ce que vous développez aussi chez Citalid ? Effectivement, chez Citalid, on a cette approche de service. Alors, on s'adresse sur un marché plutôt haut de segment. Et les problématiques des entreprises qu'on rencontre, c'est de se poser la question, quelle est ma menace, quel est mon risque, savoir le quantifier, c'est-à-dire parler d'exposition financière à un risque cyber, donc traduire le technique à un langage financier pour prendre une décision. Et cette décision, c'est une vraie décision de risk management. C'est de dire à un moment donné qu'on va chercher à améliorer sa maturité défensive, réduire son risque, mais aussi chercher à le partager, auprès d'assureurs. Et l'assurance, c'est un bon moyen de faire du risk management. Forcément, ça ne peut pas répondre à l'ensemble des problématiques des risk managers. C'est pour ça que chez Citalid, on a cette double approche. C'est d'identifier la menace, réussir à l'évaluer, la quantifier, pour derrière mettre en place des solutions de sécurité qui vont venir réduire cette exposition au risque et parler de risque résiduel avec les assureurs pour partager ce risque et avoir finalement une couverture qui se veut la plus complète possible et avoir un vrai accompagnement, un réel retour sur investissement sur les décisions qu'on prend en matière de risque cyber. Justement, j'aimerais interroger les deux assureurs présents dans la salle, Patrick et Eric, sur justement cette dimension accompagnement en amont et en aval, au-delà de la simple... qui est la souscription et le sinistre. Oui, tu as raison d'insister sur cet aspect-là. Je pense que le risque cyber, le contrat cyber est un des contrats qui a l'étendue
une des plus larges existantes, parce que l'accompagnement, l'assistance post-événement, l'activité d'assistance est extrêmement importante. L'accompagnement finalement de l'entreprise victime est un point fondamental qui différencie en termes de qualité les contrats entre eux et qui permet réellement d'amortir à la fois les pertes d'exploitation consécutives, à la fois l'image. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le risque d'image existe réellement. Et donc, ce sujet est extrêmement clé sur l'accompagnement. Alors en plus, la loi vient d'imposer quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qui était prévu initialement et qui va sûrement, excusez-moi l'expression, foutre le bordel, mais qui consiste à dire qu'on doit déclarer dans les 72 heures, dès que l'on a connaissance du problème, déclarer à la bonne juridiction le fait qu'on a un problème. Et au-delà de la seule demande de rançon, on avait démarré sur le seul sujet de la rançon pour sécuriser finalement la garantie rançon. La loi a fait que les débats parlementaires ont conduit à quelque chose où il faut déclarer dans 72 heures. Donc c'est extrêmement contraignant, ça va poser des problèmes. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais en même temps, ça signifie bien qu'il va falloir accompagner. Il faut que l'entreprise dorénavant ait le réflexe d'appeler de déclarer, mais souvent elle n'aura pas ce réflexe-là, parce qu'elle ne lit pas la loi de la même façon que les assureurs, en tout cas aussi fréquemment, en tout cas de déclarer très rapidement à l'assureur pour que l'assureur lui dise « Oh, attention, il faut que tu déclares dans les 72 heures ». Ça, c'est la partie post-événement. Mais ce qui est également très important, c'est ce que tu fais sûrement ça très bien, mais c'est ce que nous faisons aussi, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, pour éviter la survenance du sinistre. Le rôle de l'assureur, historiquement, ne doit pas rester uniquement un rôle d'indemnisateur, mais bien de sécurisation finalement de l'entreprise. Et la réelle sécurisation de l'entreprise, c'est quand il n'y a pas de sinistre, quand on aide l'entreprise à ne pas avoir de sinistre. Et c'est pour ça que la partie audit en amont est un élément clé. Et là aussi se pose le problème de l'équilibre à trouver entre l'audit gratuit, entre guillemets, fait à distance sur quelques éléments, je dirais, relativement basiques, excuse-moi l'expression, et l'audit plus sophistiqué nécessitant des investissements en heures que l'on doit naturellement faire payer. Qu'est-ce que les entreprises sont prêtes à payer ou à pas payer ? C'est un véritable sujet, mais c'est fondamental. Si on ne regarde pas toute la chaîne de valeur, on va pas répondre aux problèmes de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de sécuriser les entreprises. L'État est super content qu'il y ait des chiffres d'affaires en assurance, mais enfin il serait super content qu'il n'y ait pas de sinistre, quoi. Si je peux me permettre, alors effectivement, nous, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. En fait, on a différentes offres et sur les entreprises en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on ne fait pas d'audit humain. Sauf si l'assuré le demande, et ça on le propose évidemment et gratuitement. Et au-dessus de 50 millions, là par contre, c'est vrai, au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires, on est obligé de faire un audit interne de la gouvernance, mais ça aussi c'est gratuit et ça demande du temps humain et technologique de notre part. Et par rapport à ce que tu disais, moi je compare beaucoup le risque cyber au risque incendie. En fait, le risque incendie, grâce aux assureurs et grâce à ce qu'ont fait les assureurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'incendies d'entreprise. Enfin, c'est devenu très très rare. Et c'est l'assurance et l'action des assureurs qui a permis en fait d'améliorer les mesures de prévention. Et je pense que ça va prendre du temps, mais on est sur le cyber, on va suivre aussi ce qui s'est passé sur l'incendie. Et enfin, pour parler des sinistres, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais évidemment, nous, on a un numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque minute compte en cas de cyberattaque. Et donc nos assurés, quand ils nous appellent, on intervient dans l'heure pour tout de suite contenir l'attaque et les faire repartir dans les quelques heures. Et entre une entreprise qui est assurée, on compte en moyenne qu'elle repart dans les 3-4 jours. Et par contre, une entreprise qui n'est pas assurée, ça va prendre des semaines, voire des mois. Et aujourd'hui, pour une PME sur 2 fait faillite dans les 18 mois qui suit une cyberattaque lorsqu'elle n'est pas assurée. Est-ce que cela veut dire que le risque cyber commence à être maîtrisé du fait qu'on ait beaucoup plus de données? Et là, je peux interroger Citalide qui a une veille technologique. On parlait à un moment de l'Armageddon cyber, c'est-à-dire une attaque cyber massive et tout le monde s'arrête.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est un fantasme de mauvais film américain ou est-ce que c'est encore un peu une réalité? Alors, on ne peut pas ignorer que, comme tous les risques, on peut rencontrer sur le risque cyber des risques de catastrophe. On peut rencontrer ce qu'on appelle aussi des risques systémiques. Si demain un provider tombe, il peut faire tomber tout son écosystème. On peut parler du risque du supply chain aussi, où on va essayer d'attaquer une grande entreprise via son écosystème, ou lorsqu'une grande entreprise est attaquée, forcément son écosystème peut aussi être touché. Donc c'est une réalité, il existe des risques de catastrophe. L'essentiel, c'est de se préparer et de faire en sorte, et c'est ce qu'on croit chez Citalis, c'est vraiment notre conviction, c'est de dire que le risque cyber doit devenir un risque comme un autre. Pour cela, il faut qu'on comprenne qu'il faut le comprendre. Faut vraiment qu'on ait cette acculturation. Donc, comme le disaient Patrick et Charlotte, pardon, il y a un vrai travail de prévention, un vrai travail d'acculturation, mais ça commence pour nous chez Citalis par une connaissance de la menace. Il faut comprendre qui souhaite nous attaquer, comment on va être attaqué et quel est notre niveau de maturité défensive par rapport à ce type d'attaque. C'est que ce niveau-là de préparation, de compréhension de la menace et de compréhension des conséquences qui va nous permettre finalement de vivre sereinement avec le risque cyber et prendre des décisions qui sont le plus éclairées possible afin d'éviter le plus possible ce type de scénario catastrophe. Bien, merci. Une dernière question, c'est d'où viendra le déverrouillage? J'aimerais interroger Mayol et Marc-Éric. Donc, la vision du Trésor et la vision d'un assureur. Merci beaucoup. Alors, on le voit, vu les débats qui se déroulent devant nous, que le déverrouillage, il n'y a pas une solution unique. Il y aura plusieurs choses qui vont devoir être faites en même temps. On voit d'ailleurs qu'au passage, l'innovation va être absolument clé chez tous les acteurs pour pouvoir contribuer à ce déverrouillage. Nous, au Trésor, je vais répéter un petit peu les 4 axes de notre rapport. Ce qu'on pense, on pense déjà que le marché n'est pas bloqué. On en parlait juste avant, il n'y a pas un blocage du marché. C'est pour ça qu'on utilise le terme de déverrouillage, dans le sens où on espère qu'il va continuer à croître, que la prévention va se renforcer et qu'in fine, encore une fois, les effets de mutualisation vont permettre justement à cette assurance d'être moins chère, de se développer et d'être présente chez toutes les entreprises un jour. Nous, les 4 axes qu'on voit aujourd'hui, c'est premièrement le fait de continuer à clarifier le cadre juridique de l'assurance cyber. On voit qu'il est dense, on voit aussi que potentiellement il peut y avoir des clauses de couverture qui sont encore floues, et chaque entreprise doit être capable de comprendre à la fois quelles sont ses menaces et à la fois comment est-ce qu'elle est couverte. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'appréhension du risque. On le voit, c'est vraiment ce qui transpire de tous nos débats, c'est que chaque entreprise doit être capable d'évaluer son risque et d'évaluer ses risques en fait. Et là-dessus, côté Trésor, on pense que la mise en place d'un observatoire qui partagera de l'information publique et privée en la matière pourra contribuer à alimenter le débat public, la sensibilisation et que chacun soit plus sensible à ça. Le troisième point, c'est que on pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire sur le partage du risque entre les assureurs, les assurés, les réassureurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on pourrait revenir sur la création des captifs de réassurance. C'est aussi une solution qui doit être développée. Ce n'est pas la solution, on est très clair, mais la manière de prendre son risque pour les entreprises d'une certaine taille et de l'isoler dans une captive, ça peut être aussi une solution. Et enfin, 4e axe, ce qui recoupe un peu le premier, c'est la sensibilisation des entreprises, le fait qu'il y ait des colloques comme celui d'aujourd'hui, que les assureurs parlent de ça à leurs clients, c'est vraiment une des clés pour qu'in fine, le risque soit à terme mieux connu et plus couvert. Je partage tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste faire un petit focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, enfin qui est largement améliorable, c'est le couplage entre la résilience et la remédiation chez les moyennes entreprises, c'est-à-dire les petites moyennes. Alors ça apparaît très bien dans le rapport de l'AMRE 2022. C'est la catégorie qui est la plus attaquée et qui a des sinistres. Le montant des sinistres est aussi élevé que celle des ETI, alors que normalement il devrait être beaucoup plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on a des entreprises qui ont une résilience insuffisante, dans le sens où elles ne sont pas préparées aux crises. Elles n'historisent pas, elles n'ont pas de supervision du risque, c'est-à-dire qu'elles ne font pas d'historisation, elles n'historisent pas les logs. Donc là, les journaux d'activité, elles n'en ont pas. Et elles ont des sauvegardes qui, en théorie, sont déconnectées, mais en pratique ne le sont pas, parce qu'elles sont mises en place par des prestataires pas forcément hyper pointus, et c'est mal configuré, et en cas d'attaque, en fait, elles ne sont pas disponibles. Et donc, quand on a une attaque, effectivement, ça se passe relativement mal. Le forensique est difficile à faire. Donc, comme le forensique est difficile à faire, on commence à remédier un peu à l'aveugle, en ne sachant pas quelles ressources il faut.
Quand on n'a pas assez de ressources, il faut qu'on en prenne en plus, et donc on les prend plein pot, parce que forcément elles n'ont pas été prévues, et on se retrouve avec des sinistres qui coûtent beaucoup plus cher qu'ils devraient. Si je dis 3 fois, c'est pas une provocation, c'est un peu ça. Et ça forcément, ça pèse sur le modèle économique général. Et alors, on a un point qui est quand même assez fort, c'est qu'on se rend compte, dès qu'il y a plusieurs sinistres en même temps sur le marché, il y a des ressources qui deviennent critiques très vite. Et notamment les ressources de forensique. Donc, forensique, c'est chercher par où l'attaquant est passé. On est obligé de l'avoir parce que sinon, on ne peut pas faire un plan de remédiation. Et ça, c'est vrai que c'est une ressource critique aujourd'hui, et on en manque beaucoup. Le dernier point dans la même idée que je voulais développer, c'est qu'en fait, bon, on est tous des assureurs incendie d'origine, maritime et incendie, c'est deux origines de l'assurance. Et c'est vrai qu'on a des modèles de remédiation qui sont encore néo-incendie. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions à juste titre sur les modèles de souscription. Il faudrait aussi se poser des questions sur les modèles de remédiation. C'est une réflexion qui n'est pas vraiment en cours, et on se rend compte qu'on n'a pas de modèle dans nos sinistres, et que par moment, on se rétablit, mais par moment, on ne sait plus très bien qui fait quoi dans les dossiers, et tous les acteurs de la place le disent. Donc c'est très largement optimisable à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important, et qui n'est pas très connu en fait. Eh bien, merci. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps, je pense qu'on a encore un peu de temps. Donc, moi, ma conclusion par rapport à tout ça, je suis courtier et je travaille justement avec les nouveaux acteurs. Et j'ai remarqué une chose surtout, c'est quand on a une approche purement assurantielle, le risque cyber est très souvent nié par la TPE, la PME en disant « ça ne me concerne pas ». Quand on a une approche du risque, avec une approche amont, une approche d'accompagnement, alors là, tout d'un coup, j'ai envie de dire, le carnet de chèques s'ouvre. Et donc, on peut remercier des entreprises comme Data ou Stoic, qui est présente aussi ici, pour justement donner une vraie dimension au risque cyber. Et ce que je retiens sur toutes vos interventions, c'est la dimension acculturation. Parce que 60% des cyberattaques proviennent de collaborateurs. Je ne dis pas qu'elles viennent des collaborateurs en tant qu'acteurs de la menace, mais en tant qu'ayant commis une erreur, en laissant passer un message. Et donc, si on travaille sur cette acculturation des collaborateurs, on réduira le risque. Et il y a aussi tout un travail comme ici, comme le travail fait par la région, d'acculturer le risque cyber et de former les entreprises en disant que c'est un risque majeur. Et je tiens à saluer encore une fois le travail fait par le Trésor pour adresser le risque, faire des propositions d'action, proposer même une branche cyber pour suivre et avoir les données et permettre justement de mieux maîtriser ce risque, parce que c'est tous nos actifs numériques et toute l'intelligence économique française qui risquent de disparaître lors de cyberattaques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut faire passer le micro. Moi, j'en ai une, parce que non, tu as remercié tout le monde, sauf les assureurs. Donc, non, mais... C'est implicite étant un ancien assureur. Non, tu as raison, sauf que je pense que c'est quand même important, j'en profite, de dire qu'on apporte des capacités. Et qu'à la fin des fins, on a effectivement un sujet de capacité nécessaire de la part des assureurs et des réassureurs. Tu as raison d'avoir évoqué ce terme particulièrement sur les grandes entreprises, qui est vital pour une réelle couverture de l'ensemble de l'industrie au sens large française. Donc, et je voudrais insister sur le fait que l'on est, tu l'as dit aussi, sur une matière qui est en construction, vision assureur, c'est-à-dire que en termes de maîtrise, en termes de savoir-faire, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, même si beaucoup d'assureurs ont des équipes spécialisées pour traiter ça. Pour autant, nous sommes encore en construction, nous sommes sur un risque en partie inconnu. Et donc, je voudrais que tu remercies officiellement les assureurs d'apporter de la capacité sur un risque inconnu en partie pour eux, ce qui n'est pas si facile que ça. Je remercierai aussi les réassureurs. Ouais. Non, mais d'accord, mais nous, tu nous remercies. Bon, d'accord, ça va. Tu as tout à fait raison. Si tu veux, Olivier, je peux le faire. Nous remercions officiellement les assureurs et les réassureurs pour toute cette capacité apportée sur un risque peu connu. Non, moi, le dernier point que je voulais relever sur la sensibilisation, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais sachez qu'on travaille énormément sur la formation. Puisque la formation n'est pas simplement la formation dans les écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, c'est vraiment toute personne qui a vocation à créer une entreprise, qui, au fond, elle doit aussi être formée à ce risque. Et donc, c'est vraiment, on a un gros travail qui a été lancé là-dessus. Sachez qu'on y met beaucoup d'énergie et on est preneurs, évidemment. Venez nous voir et parlez nous si vous avez des idées. C'est vraiment très important que dans chaque formation où vous croisez une formation d'entrepreneur, si vous ne voyez pas de formation sur les risques
et notamment le risque cyber, c'est au fond que la formation n'est pas complète, parce que les entrepreneurs doivent être formés à ce risque. Je voulais juste ajouter ça. On peut peut-être rajouter aussi que, au point de vue réglementaire, à l'échelle, enfin normatif, à l'échelle européenne, il y a NIS 2 qui va arriver et qui va aussi obliger les décideurs à monter en compétence sur ces sujets et à comprendre de quoi il en tient quand on parle de risque cyber. Et ça va aussi se répercuter sur leur écosystème, sur leurs fournisseurs. Quand on parle d'une PME aujourd'hui, elle est concernée par le risque cyber parce qu'elle va fournir de la donnée ou des prestations de services à des plus grandes entreprises. Et on le voit d'ores et déjà, il y a des entreprises qui ont des exigences de sécurité envers ces PME. Donc quoi qu'il arrive, l'écosystème va devoir s'adapter au risque cyber. Et il y a déjà des grandes entreprises qui travaillent à ce sujet et qui imposent ces normes-là, qui sont parfois maison, mais qui imposent des normes de sécurité à leur écosystème de fournisseurs. Et ça concerne les PME. Oui, une question de la salle. Si, Vous avez abordé, bonjour Adrien Granger, vous avez abordé la question de la réassurance rapidement. Est-ce qu'on pourrait un petit peu approfondir ce sujet par rapport justement à la nature des risques, nous faire un petit peu un rappel un peu volumétrique, également savoir quels sont les réassureurs qui pourraient être, qui s'intéressent à ce sujet, voilà. Oui, alors. C'est bon. Donc, le besoin de réassurance, évidemment, concerne les contrats qui présentent des capacités de garantie relativement importantes. Donc, on n'est en règle générale pas sur les TPE, PME, on est plutôt sur des problématiques ETI, grandes entreprises. En fait, sur les programmes d'assurance, on a déjà des programmes sur lesquels il y a rarement, si je pense grande entreprise, un seul assureur, mais on a des lignes de X millions d'euros à Y millions d'euros de capacité couvertes par un assureur. Et donc on a une succession de lignes. D'accord ? Et selon le montant apporté par un assureur, je parle bien des assureurs, cet assureur va ensuite se réassurer pour si le sinistre traverse complètement la ligne de 20 ou 30 millions qu'il aurait proposé sur le contrat de la grande entreprise. Voilà. Et donc là, se trouve une problématique, c'est que comme on l'a fait en assurance, on l'a pas évoqué, mais en France, pendant de très nombreuses années, on avait ce qu'on appelle des silent covers, c'est-à-dire des couvertures du risque cyber, mais sans le savoir. Dans nos contrats classiques de multirisque, en particulier les pertes d'exploitation, en fait, étaient couvertes, mais elles étaient potentiellement liées à des attaques cyber. Donc, les réassureurs, de la même façon, exige en fait un isolement de ce risque-là pour en fait être réassuré correctement et surtout toucher des primes, non je plaisante, mais correspondant à ce risque bien spécifique. Donc chaque assureur a son programme de réassurance, mais après, in fine, on trouve comme réassureur, vous savez, tous les réassureurs sont des entreprises internationales, par définition, pour pouvoir diversifier sur l'ensemble de la Terre. Et donc, on trouve des grands assureurs grands réassureurs qui sont effectivement présents. Moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'un réel problème, si ce n'est qu'il faut isoler et donc présenter, là aussi, en toute transparence, finalement, les engagements que chaque assureur a sur ce type de risque, parce qu'il y a quand même, tu l'as évoqué, un potentiel de risque un peu systémique, c'est-à-dire qu'une partie, pour un seul événement, une partie non négligeable de ton portefeuille peut être touchée, pour peu que l'assureur soit un peu spécialisé. Je prends un exemple, des assureurs qui sont spécialisés sur les risques médicaux. Tous les systèmes comptables de tous leurs médecins peuvent tomber quasi simultanément. Merci, merci beaucoup à tous. Alors, je vous invite à tenir encore quelques minutes et rester pour la conclusion, parce qu'on va avoir une très très belle conclusion qui va reprendre un peu toutes les thématiques de la matinée. Un grand merci à nos intervenants pour votre expertise. Merci Olivier pour l'animation. On peut les applaudir.